Bonjour, bonjour à tous les amis de Vue du droit. Voilà donc la première des émissions dont j'ai annoncé la création dans la vidéo précédente pour débuter l'année 2024. Alors aujourd'hui, ce sera le premier numéro des cartouches de Vue du droit. Cartouche parce que c'est le nom d'une munition, bien évidemment, et qu'on va être amené à dire du mal d'un certain nombre de personnes dans ces petits dégagements. Enfin, je dis petits, j'espère que je vais réussir à rester concis. Alors, aujourd'hui, ce qui m'a donné envie de donner quelques explications, d'essayer d'apporter quelques clarifications, vu du droit, comme d'habitude, c'est un article qui est paru ce matin dans Libération et qui annonce qu'après le Colorado, l'État du Maine a déclaré que Donald Trump était inapte à être candidat à l'élection présidentielle américaine de 2024 et que par conséquent, les bulletins à son nom ne seraient pas imprimés au moment de l'élection. Ça fait deux avec le Colorado. Alors, je vais expliquer ce qui est en train de se passer, mais avant cela, je voudrais revenir quand même un petit peu sur cette situation particulière qui voit le président qui avait été régulièrement élu en 2016, qui a eu un mandat un peu compliqué parce qu'il a été très contraint par toute une série d'événements et en particulier des manigances de l'État profond américain en ce qui concernait le fameux complot russe, bon, manigance qui s'est effondré après des études indépendantes pour démontrer que c'était purement et simplement un mensonge qui avait été construit par les démocrates et par Hillary Clinton en particulier. Donc voilà pour ce qui concerne ce personnage et ce premier mandat, mais il a suscité et il continue à susciter une haine extraordinaire dans le camp démocrate, mais pas seulement dans le camp démocrate d'ailleurs, également dans toute une partie des élites américaines qui sont terrorisées à l'idée de le voir revenir aux affaires et qui font tout pour empêcher ce retour. Et c'est ce dont je voudrais parler aujourd'hui. Alors, d'abord, il faut constater cette haine. Elle est assez prodigieuse, mais quelque part, elle nous rappelle peut-être celle que suscitait Nicolas Sarkozy. J'avais écrit un article il y a déjà un bon moment, La haine de Sarkozy, les raisons d'une déraison. C'est-à-dire que en 2012, ça n'est pas la limace politique domestique de Leonarda qui nous a servi de président de la République pendant 5 ans, qui avait gagné l'élection en 2012. C'est Sarkozy qui l'a perdu. Et après cette défaite, eh bien, l'appareil judiciaire a commencé à s'occuper de lui par toute une série de procédures vendetta. Moi, c'est ma thèse depuis le début, j'ai même écrit un livre pour l'expliquer. Et d'ailleurs, lorsque Nicolas Sarkozy a manifesté son intention de revenir aux affaires, en se présentant à la primaire de la droite en novembre 2016, eh bien, on sait très bien que l'appareil judiciaire était prêt. Il se trouve qu'il a été battu largement à la primaire et c'est celui qui l'avait emporté, François Fillon, qui a fait l'objet du traitement qui était prévu probablement pour Nicolas Sarkozy et qui a conduit à la disqualification politique de François Fillon et à ce que souhaitaient les hautes autorités judiciaires de ce pays, l'élection d'Emmanuel Macron, hein, qui avait été choisi par la haute fonction publique, adoubé par l'oligarchie et qui a été porté au pouvoir grâce à une forme de coup d'État judiciaire, une espèce de révolution de couleur. Mais j'espère que l'histoire se penchera sur tout cela. Bien. Donc, une haine extraordinaire qui a eu plusieurs conséquences. La première conséquence, et je crois que c'est important d'y revenir, la première conséquence que je voudrais un peu examiner, c'est celle de la façon dont se sont passées les élections, l'élection présidentielle, puisqu'il n'y en a qu'une, l'élection présidentielle américaine de 2020. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques autour de ça. Donald Trump prétend qu'il a été volé comme dans un bois, il a entamé des procédures.
les procédures n'ont pas permis de faire annuler le scrutin ou partie du scrutin. C'est assez compliqué aux États-Unis. Je ne vais pas rentrer dans les détails du droit électoral. Je vais simplement rappeler de nouveau, petit argument d'autorité. Je connais parfaitement le droit électoral français. Je l'ai beaucoup pratiqué. J'ai écrit 3 petits bouquins dessus. J'ai eu à gérer beaucoup de contentieux électoraux. Alors, euh, le système américain est particulier. Ce ne sont pas les électeurs qui élisent le président, ce sont les États qui le choisissent. Hein. C'est un système où, effectivement, dans l'essentiel des États, si vous remportez les voix des citoyens. Il faut d'abord que les citoyens votent. Si vous remportez les voix des citoyens, vous avez la totalité des grands électeurs prévus pour l'État. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement et tranquillement être élu en ayant un nombre de voix dans la totalité inférieur à celui du perdant. Bien. Donc, ce que j'ai pu constater, moi, sachant ce que sont les caractéristiques dans un pays comme la France, des conditions qui permettent de considérer que le scrutin a été sincère. Parce que la notion de sincérité du scrutin est tout à fait décisive. La démocratie représentative, elle obéit à diverses conditions, mais l'une, c'est que le scrutin qui va amener les gens au pouvoir, avec peut-être une très faible majorité, eh bien, d'abord, ils vont avoir un mandat à temps, hein, c'est-à-dire que à la fin de celui-ci, l'opposition pourra l'emporter et défaire ce que la majorité sortante a fait, et puis également pour accepter que cette équipe qui a eu la majorité puisse gouverner avec la légitimité suffisante. Donc la notion de sincérité du scrutin est très importante. Et pour aller vers l'annulation d'un scrutin en France, bon, différents scrutins dans les différentes instances de la République, il faut que un certain nombre de règles aient été respectées. Il ne faut pas seulement pouvoir invoquer de la fraude. Si, là, par exemple, les règles concernant la communication pendant la campagne n'ont pas été respectées, s'il y a eu d'autres déséquilibres, s'il y a eu, par exemple, je prends un exemple, euh, la campagne en France s'arrête au vendredi à 0 heure. S'il y a des tracts qui sont distribués le samedi, c'est une illégalité, c'est pas une fraude, c'est une illégalité, il peut y avoir une erreur, mais si on considère, parce que l'écart des voix est faible, si on considère que cette irrégularité a été de nature à altérer la sincérité du scrutin, ben on en prononce l'annulation. Bien. Aux États-Unis, on nous a dit que la victoire de Biden était écrasante, etc., etc. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Première observation que je fais, c'est le choix de ce candidat. Enfin, je veux dire, qui est une espèce de momie dont la sénilité apparaît tous les jours, qui a été choisi après une fraude massive au sein du Parti démocrate. Hein, c'est une opération, il n'a même pas fait de campagne, tous les autres candidats ont été écartés, écœurés pour certains, et puis on a choisi ce candidat improbable. Ensuite, il n'avait qu'un seul mérite, c'est qu'il était adoubé par la direction du Parti démocrate, et ensuite il allait être celui qu'on allait imposer contre Donald Trump. La deuxième observation, ce qu'on sait peu, c'est que l'écart des voix qui ont permis, l'écart qui a permis à Biden de l'emporter, a été de 30 000 voix. Alors quand je dis ça, on me dit, mais pas du tout, il y en a eu des millions. Non, non, non. Dans les fameux swing states, c'est-à-dire les États où les écarts étaient faibles, si 30 000 voix s'étaient portées sur Donald Trump, il l'aurait emporté à cause du système que j'ai décrit tout à l'heure. Donc, euh, la question dans ces États spécifiques, je crois qu'ils sont au nombre de 4, la question de savoir comment s'était passée l'élection était quelque chose de très important. Bon, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que par rapport aux exigences d'un scrutin à la française, c'était absolument tout et n'importe quoi. Je ne suis pas en train d'accuser, il y a eu des fraudes ceci, il y a eu des fraudes cela, je rappelle que c'était après le Covid, hein, et que par conséquent, il y a eu une masse colossale de, de vote par correspondance. Il y a des États où c'est pas nécessaire de justifier de, de son identité pour pouvoir voter. Enfin, bon, toujours est-il que considérer qu'avec 30 000 voix d'écart, ce scrutin a été sincère, personnellement, je ne m'y risquerai pas. Tiens, donc, Donald Trump, à ce moment-là, a formé des procédures.
à former des procédures, mais dans un contexte politique extraordinairement tendu. Ça, c'est le premier élément, ce sont les procédures, et vous allez voir les conséquences importantes. Donc, il a fait des recours. Il a fait des recours, des procédures sur tel ou tel État, tel ou tel comté, que sais-je. Et aujourd'hui, il y a une procédure pénale qui a été lancée contre lui et ses avocats et son entourage pour dire qu'en fait, il avait essayé frauduleusement de remettre en cause le scrutin. C'est-à-dire que si on importe ça chez nous, hein, toutes les personnes qui ont fait des recours contre les élections, à commencer par moi, j'en ai fait des paquets, hein, j'étais en défense aussi, hein, à certaines occasions, mais quand j'étais demandeur, j'aurais donc commis une faute pénale en essayant de renverser un scrutin démocratique. Non, 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 je m'adressais au juge, hein, pour lui demander de bien vouloir annuler le scrutin sur la base des irrégularités que je lui faisais constater. J'insiste, pas seulement les fraudes, je parle d'irrégularités. Donc, aujourd'hui, Donald Trump qui a essayé d'obtenir l'annulation du scrutin, qui n'y est pas parvenu jusqu'à présent, parce que les procédures américaines sont toujours très longues, hein, il y a des gens qui ont été condamnés, hein, pour des irrégularités, mais ça, on le dit peu. Toujours est-il que ce que je constate, c'est que le fait d'user de ses droits juridiques et judiciaires en demandant l'annulation d'un scrutin a été considéré par, soyons clairs, par des procureurs démocrates décidés à faire la peau de Donald Trump pour en faire un procès. Alors chez nous, naturellement, ou par servilité vis-à-vis des États-Unis, eh bien, on a adopté la version pour Donald Trump. Alors, moi, personnellement, je n'ai aucune espèce de considération ni pour Biden ni pour Trump. Moi, je considère que ça, d'abord, c'est pas mes affaires. Hein. Moi, je suis français, donc l'élection d'Emmanuel Macron, je l'ai suffisamment critiquée et je considère que son premier mandat était illégitime. Bon, mais ça, ce sont mes opinions. Mais concernant les États-Unis, Trump ou Biden, c'est l'affaire des Américains. Bien. Donc, puisque là, on parle de droit électoral. Donc, aujourd'hui, euh, Trump, le fait d'avoir intenté des procédures pour faire annuler le scrutin, c'est considéré comme une faute pénale et une fraude à l'élection. C'est-à-dire, il y a eu un candidat élu et vous essayez de faire annuler ce scrutin, par conséquent, vous fraudez. Bon, ce qui est absolument fabuleux. Bon, on verra ce que ça donne. A priori, si j'en crois ce que disent les constitutionnalistes démocrates, je pense à Jonathan Turley, dont je recommande la lecture du blog, je pense que ça n'ira pas très très loin. Alors venons-en maintenant au deuxième problème, qui est celui de l'inaptitude de Donald Trump à exercer le mandat de président. Bien, dans la mesure où les sondages, pour l'instant, sont très négatifs pour Biden, ce qui peut se comprendre. Chaque fois, ça me fait rire parce que je veux dire, papy qui se perd dans les jardins de la Maison Blanche, c'est quand même assez fabuleux. Plus son bilan, plus la guerre en Ukraine qui est en train d'être perdue, plus la catastrophe du Proche-Orient. Donc, son bilan est quand même assez catastrophique, si c'est tenté que ce soit ça qui joue. Je n'en sais rien, mais toujours est-il que il y a une vraie panique, et ce d'autant que Donald Trump a dit clairement, il a dit, moi, je vais m'occuper, si je suis réélu, je vais m'occuper de l'État profond. C'est-à-dire que les gens qui, par exemple, ont en 2020 tout fait pour qu'on ne parle pas de l'affaire Hunter Biden. Mais quand je dis les gens, c'est le ministère de la Justice, c'est les patrons du FBI, euh, il y a déjà cela, il y a ceux qui ont monté le fameux Russia Gate. Toujours est-il que c'était des fonctionnaires qui ont trahi leur serment, bien évidemment. Euh, Trump promet de faire le ménage. Et compte tenu de la façon dont les États-Unis considèrent le parjure quand on viole son serment, parjure quand on ment lors des dépositions devant les commissions parlementaires d'enquête du Congrès, eh bien, c'est très cher. Ça coûte très cher. Hein. Donc, il y a une forme de panique. Face à ça,
il y a eu quelqu'un qui a eu une idée que je trouve assez extraordinaire, c'est le 14e amendement de la Constitution américaine. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 14e amendement? D'abord, il faut rappeler qu'il date de 1868. Alors, pour montrer que, bon, moi, j'essaie de documenter euh, ce sur quoi je m'appuie. Euh, je vais vous le lire. Nul ne sera sénateur ou représentant au Congrès ou électeur des présidents et vice-présidents, ni n'occupera, etc. Mais là, on voit bien, hein, nul ne sera sénateur, représentant au Congrès, c'est-à-dire le législateur, ou euh, président et vice-président. Donc, c'est bien évidemment la présidence des États-Unis qui est concernée. Si il a pris part à une insurrection, à une rébellion contre l'État, en violant leur serment ou donnant aide ou secours à leurs ennemis, l'ennemi de l'État et des États-Unis. Bien. Donc, euh, c'est schématisé, hein, j'ai pris quelques éléments forts. Il y a d'autres articles dans cet amendement, mais ça, c'est l'article 3. Alors, l'idée qui sous-tend cette démarche, c'est de dire, voilà, cet article a prévu que les gens qui s'étaient insurgés contre l'État des États-Unis, eh bien, ne pourront pas être élus à différents postes. Et par conséquent, ne pourront pas participer à l'élection présidentielle. Le problème, c'est que cet amendement a été adopté en 1868, bah, juste après la guerre de sécession, qu'il faut appeler la guerre de sécession, hein, parce qu'il s'agissait bien de ça. C'était peut-être une guerre civile au final, mais c'est d'abord une guerre de sécession qui a opposé deux États, qui étaient les Confédérés et les États du Nord. Donc, qu'à ce moment-là, on ait souhaité que les gens qui avaient pris les armes contre les États-Unis, puisque ce sont eux qui ont gagné et qui ont fusionné l'ensemble des États sécessionnistes avec ceux qui étaient restés fidèles à l'Union, eh bien, ne puissent pas se présenter. C'était ça l'esprit de ce texte, et il faut savoir qu'en ce qui concerne les présidentielles, sauf erreur de ma part, hein, mais j'ai cherché assez longuement, il n'y a jamais eu invocation de cet article pour l'élection présidentielle. Alors, c'est assez dangereux ce qui est en train de se produire. C'est assez dangereux ce qui est en train de se produire parce que euh, ce qu'on essaye de faire, c'est un petit peu ce qui avait conduit à la guerre de sécession. C'est-à-dire que l'élection de 1860, celle qui va porter Abraham Lincoln le pouvoir dans les États du Nord, puisque juste son élection, après que les grands électeurs se soient réunis, avec 38 États à l'époque, enfin peu importe les détails, mais a abouti à la sécession. Donc, et la guerre a commencé juste après. Par conséquent, dans cette élection, il y a eu pas mal de candidats qui n'ont pas pu se présenter. C'était avant hein, l'amendement, soyons clairs, hein, mais parce qu'il y avait une tension extrêmement importante et que dans l'organisation de ces élections, les États qui allaient devenir sécessionnistes ont refusé que des candidats favorables à l'Union se présentent. C'est exactement la même idée qui sous-tend ce qu'ont entrepris les autorités du Colorado et les autorités du Maine. On ne veut pas d'un candidat qui ne nous convient pas. Bien, c'est pas parce qu'il a fait une insurrection, parce que ça, c'est carrément peu sérieux. Quand je prends mes positions, là, moi, je le fais à partir de ce qu'en disent des juristes d'autorité américains, hein, et qui sont très souvent démocrates d'ailleurs, et qui disent, mais c'est pas possible, où va-t-on avec ce système? Alors, l'idée, et vous ne verrez jamais un journal français le contester, vous ne verrez jamais un média français venir dire, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va dire qu'effectivement, le motif est bon, puisque le 6 janvier, il y a une manifestation. Le droit de manifester, c'est une liberté constitutionnelle fondamentale aux États-Unis aussi, droit de manifestation, et il y a eu une invasion du Congrès. Et on vient dire, c'était une insurrection, c'est Donald Trump qui l'a décidé, et par conséquent, l'article 3 du 14e amendement de la Constitution américaine s'applique.
ça n'est pas sérieux. Donald Trump, je le rappelle, a fait l'objet d'une procédure d'impeachment à cause de ce qui s'était passé le 6 et qui n'a rien donné. Il n'a pas été poursuivi par le Congrès. Hein. Elle s'est simplement arrêté cette procédure. Il n'a jamais été ni poursuivi ni condamné par une juridiction américaine pour ce qui s'est passé et le 6 janvier. Et Dieu sait s'il y a des gens qui ont été condamnés depuis, à des peines assez lourdes d'ailleurs. Hein. Et par conséquent, ce prétexte est un prétexte inventé. Là, je suis sur des bases juridiques. Moi, je ne me prononce pas sur l'intérêt de politique qu'il y avait à faire cette manifestation. Je ne me prononce pas sur la responsabilité de Donald Trump qui aurait probablement dû s'éviter cet événement. La preuve, quand on en voit les conséquences. Mais venir dire aujourd'hui que le 6 janvier 2021, c'est assimilable à la sécession, à la guerre de sécession et au fait d'avoir pris les armes, combattu pendant 4 ans contre les États-Unis, est quelque chose qui est identique. Non, 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 ça n'est pas sérieux. Donc, l'histoire, la voilà. L'histoire, la voilà. Alors, Libération titre déclaré inapte. Non, 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 il n'est pas déclaré inapte. Les deux instances dont je parle, le secrétaire d'État du Colorado, secrétaire d'État du Maine, disent hein, il ne peut pas se présenter parce qu'il a été insurrectionnel contre l'État américain. Bien. Alors, sur le plan de la procédure, ben, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quelque chose de simple, c'est-à-dire que euh, comme dans le Colorado, Trump va faire appel de cette décision, va faire un recours contre cette décision, la Cour suprême du Colorado, qui a été saisie de l'appel contre la première décision, l'a confirmé en disant que l'amendement, le 14e amendement s'appliquait. La Cour suprême du Maine ne s'est pas encore prononcée, mais on sait très bien que après, ce sera la Cour suprême des États-Unis qui va se prononcer, qui, sur le papier, est favorable plutôt à Trump, enfin, ou en tout cas conservatrice, ou en tout cas à majorité républicaine. Bien, commencer par son président qui a voix prépondérante. Donc, il est tout à fait probable que cette espèce de pantalonnade judiciaire qui n'est que la caractéristique de l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Alors, je crois qu'il y en a 4 ou 5 ou 6 de procédures contre Donald Trump pour des histoires qu'il aurait agressé une personne il y a 15 ans, 20 ans, dans un salon d'essayage ou que sais-je, plus ce que j'ai dit concernant les procédures électorales qu'il a intentées. C'est-à-dire on a saisi, on a enregistré des conversations et quand il disait oui, mais il faut trouver des témoins établissant que, ah, subornation de témoins. Il dit il faut trouver des témoins qui établiront qu'il y a eu un dépouillement qui s'est pas passé dans les règles, etc. Non, 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 non. Vous avez voulu acheter des témoins. Enfin, bon, ça n'ira nulle part. En tout cas, avant le scrutin de novembre 2024. Et je pense que si jamais Donald Trump était réélu, ceux qui se sont amusés à ça auraient du souci à se faire. Mais ça, je le répète, ce sont les affaires des Américains, ce sont les affaires des citoyens américains. Alors, notre presse, bien évidemment, continue à approuver ça, c'est pas approuver, mais n'y comprenant pas grand-chose ou ne s'y intéressant pas vraiment, si ce n'est que pour relayer la propagande du Parti démocrate, ce qui n'est pas très intéressant, soyons clairs, notre presse va continuer à alimenter cette espèce de feuilleton. Si la Cour suprême, et c'est là où ça devient grave, les États-Unis sont dans une situation institutionnelle vraiment très préoccupante. Il y a un vrai déficit de confiance dans le système. C'est clair. De plus en plus, toutes les études le montrent, tous les sondages le montrent, et il y a une défiance qui s'est installée. L'unité des États-Unis n'est pas dans une
forme éblouissante. Quand on sait, par exemple, qu'il y a des émigrations, c'est-à-dire que les États qui sont euh, très démocrates ou wokistes, les républicains conservateurs s'en vont, donc renforcent les majorités. On le voit au Texas, on le voit en Floride. À propos du Texas, oui, le secrétaire d'État du Texas a dit que si le Maine et le Colorado ou d'autres États continuaient à s'amuser à ce petit jeu, ils allaient faire pareil. Hein, le Texas allait faire pareil et d'autres États républicains le feront. C'est pour ça que cette manœuvre est vraiment une mauvaise action. Elle est d'autant plus une mauvaise action que lorsque la Cour suprême, ce que je pense, je peux me tromper, bon, je peux me faire un mauvais calcul, mais lorsque la Cour suprême des États-Unis va annuler les deux décisions, et je répète ce qui est probable, les deux décisions du Maine et du Colorado, peut-être d'autres États qui auront fait la même chose hein, sous les cris de loi de libération, eh bien, ça ne va rien régler. Ça ne va rien régler parce que du côté démocrate, on va dire, cette Cour suprême à laquelle les Américains faisaient confiance, on ne peut plus lui faire confiance puisqu'elle a pris le parti du diable en personne qui est Donald Trump et les républicains diront on ne peut plus rien faire avec ces gens parce qu'ils sont tellement corrompus qu'ils ont lancé une procédure que la Cour suprême a été contrainte d'annuler. Donc, je pense que de toute façon, le bilan de tout ça sera profondément négatif. Alors, vous allez me poser la question, enfin, vous n'allez pas me la poser, vous êtes trop loin, mais on pourrait me demander, mais et vous, quelle est votre opinion? Moi, techniquement, mon opinion est celle que je viens de vous donner. Les difficultés des États-Unis ne me causent pas un formidable chagrin. Depuis la dislocation de l'Union soviétique, les États-Unis, l'hégémon, persuadé qu'il était le gendarme du monde et que tout lui était dû, ont fait tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. On sait que c'est mon opinion, on sait que c'est mon analyse, que les États-Unis aient des soucis, qu'ils soient au bord de la banqueroute du fait d'une prépondérance du dollar qui tend à s'atténuer peut-être rapidement, je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas sangloter sur leur sort. Il appartient au peuple américain peut-être de se reprendre, mais ça, ce sont ses affaires. En tout cas, ce qui est sûr, je pense que cette puissance qui est mise en cause, on le sait, mise en cause par le Sud global, mise en cause par tous ces pays qui ne supportent plus cette hégémonie, cette absence de règles, cette brutalité, cette violence, sont comme moi et ne jugent pas que les ennuis qui semblent se profiler pour ce pays soient si tristes. Voilà, j'ai été, comme d'habitude, sûrement beaucoup trop long et je vous dis à très bientôt.